Nouveau rendez-vous d'actualité sur la Fondation Malba Télévision, madame, messieurs. Merci de votre fidélité et de nous rejoindre, surtout de nous regarder sur notre chaîne YouTube. On va commencer spécialement ce journal avec un mot de l'économie. Pénurie de maïs dans le Grand Katanga. Une délégation du gouvernement central séjourne dans la province du Haut-Katanga après être rendu en Zambie et en Afrique du Sud. Selon Vital Kamerhe qui conduisait cette délégation, l'exécutif central est en quête d'une solution de dépannage. On va tout de suite écouter le vice-premier ministre en charge de l'économie, Vital Kamerhe. La mission la plus importante, c'est ce qui va se passer ici au Katanga. À l'étranger, nous sommes allés seulement chercher une solution de dépannage pour fournir de la farine au Katanga, mais aussi des semences et des fertilisants. Parce que nous estimons que la diversité dans la production, la diversification de la production est le secret pour résoudre les problèmes, non seulement du Katanga, mais l'ensemble du pays. La Zambie n'a pas beaucoup de terres plus que le Katanga. Mais c'est un paradoxe que nous allions chercher la farine en Zambie. Donc nous avons étudié les causes qui font que les producteurs du Katanga ne produisent pas autant qu'il faut. Ils ne sont pas de mauvaise foi. Nous pensons que du côté de l'État, nous avons aussi des efforts à faire, des mesures d'allègement, par exemple. Mais la mission s'est bien passée de l'autre côté. Mais la mission la plus importante, c'est ici. Nous allons parler avec les Katangais, les Congolais, pour résoudre nos problèmes. Le ministre de l'économie, Vital Kamerhe, dans un extrait choisi par Patrick Ngouo. On va poursuivre ce journal. Toujours avec l'actualité, l'armée congolaise est plus puissante que le djihadiste ADF dans les affrontements qui ont été jeudi sur la route de Beni, Mambasa au nord Kivu. Le FARDC contre les mains de ces rebelles ougandais et affirme être motivé à ramener la paix dans cette région. On écoute donc à ce sujet le porte-parole de l'armée à Beni, je cite Anthony Mwalichai. Non loin de la localité Lukaya, située sous la route Beni-Mambasa, l'armée congolaise a libéré également 3 otages, dont une dame et ses 2 enfants. Ses compatriotes ont été kidnappés par les terroristes ADF-MTM le 27 avril dernier dans la localité d'Ilengetengi, à l'est de la cité de Mangina, à la limite du territoire de Beni et Mambasa. Les forces armées de la République démocratique du Congo, qui du reste est motivée pour ramener la paix dans la zone opérationnelle Sokola 1 Grand Nord, invite toute la population au calme et appelle surtout les jeunes actifs à soutenir les militaires engagés dans les opérations pour que la paix revienne dans notre zone. Anthony Mwalichai au téléphone de Patrick Ngouo. On va poursuivre dans l'actualité. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies a tenu une réunion préparatoire du 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement concernés par l'accord 4 d'Addis Abeba. À l'issue de cette rencontre, on rappelle, le représentant des Nations Unies a appelé Kigali et Kinshasa à un nouveau dialogue pour désamorcer et totalement la crise. On fait le point tout de suite avec Rite Dunonzei. Cette réunion préparatoire du sommet de Bujumbura, au cours duquel prendra part le secrétaire général de l'ONU, dessine une lueur d'espoir pour stabiliser l'Est de la RDC. Antonio Guterres, qui a envoyé son émissaire avec un message fort relatif au retour de la paix en RDC, est catégorique. Il condamne avec la dernière énergie la récente série d'attaques du M23 et ses avancées au Nord Kivu. L'ONU s'est engagée à soutenir la République démocratique du Congo et les pays de la région pour la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba signé en février 2013. Première initiative de paix conclue il y a 10 ans pour éradiquer le cycle des violences en République démocratique du Congo. Rappelons que dans cet accord d'Addis Abeba, le gouvernement congolais s'est engagé à mener les réformes sécuritaires et institutionnelles susceptibles de renforcer l'autorité de l'État, promouvoir la décentralisation, le développement économique et la réconciliation nationale. Quant aux pays de la région, il s'était engagé à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins, ni à soutenir les groupes armés, mais aussi à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins.
Selon les représentants du secrétaire général des Nations Unies qui a présidé cette séance préparatoire, le 11e sommet des Bujumbura qui se tiendra ce 6 mai sera une occasion pour les chefs d'État d'assurer l'effectivité de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. On va changer de chapitre dans ce journal. Plus question d'audit pour l'Organisation internationale de la francophonie à la Commission électorale nationale indépendante. L'OIF a annoncé dans un communiqué rendu public le mercredi dernier qu'elle désistait à l'idée d'auditer les fichiers électoraux comme le lui avait demandé la centrale électorale. L'Organisation internationale de la francophonie évoque comme mobile la durée impartie par la centrale électorale pour cette opération, soit du 15 au 20 mai, ce qui rend, je cite, très difficile la réalisation de cet exercice impossible, note le document qui n'a pas précisé cependant ce que cette durée constitue comme entrave à l'action de l'OIF. Déjà, cette organisation francophone rappelle qu'elle a déployé du 23 au 28 avril dernier une mission exploratoire à Kinshasa aux fins d'évaluer le contexte global de préparation, de déroulement du processus électoral et d'identifier les domaines où l'OIF pourrait apporter un appui. En RDC, la tension était vive dans la classe sociopolitique lorsqu'il a été annoncé une probable mission d'audit externe de l'OIF du fichier électoral. La présence de la Rwandaise Louise Mushikiwabo à la tête du secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est cela tout le problème car son pays agresse la RDC dans sa partie est sous le label du M23 sans que son organisation ne les condamne. Et bien avant cette annonce, la Commission électorale nationale indépendante et la Commission épiscopale du Congo ont eu un échange autour de cette question qui a fait couler beaucoup d'encre et salive. Monseigneur Donancieux Cholet, j'ai cité, secrétaire général de la SENCO, prônait une approche plutôt technique que politique sur ces dossiers, mais au besoin trouver une alternative plus meilleure. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait choisi par votre rédaction. Ce qui nous a amené aujourd'hui à rencontrer le président de la CENI, M. Denis Kadima, c'est le débat qui est en train de naître, un certain narratif qui est en train de naître par rapport à la nécessité de l'audit international, l'audit qui devait être mené par l'OIF, invité d'ailleurs par la CENI, mais on entend depuis un certain temps des réactions comme quoi ce n'est pas bon par rapport à la souveraineté du pays, par rapport à l'intégrité et surtout que la directrice de l'OIF, c'est une Rwandaise. Alors, il y en a qui vont jusqu'à dire qu'il faut vraiment seulement que ce soit un audit national. Et nous, ça nous préoccupe. D'abord, les arguments sont politiques, ça peut se comprendre politiquement par rapport à la présence de la Rwandaise à la tête de l'OIF. Soit dit en passant que parmi les institutions qui défendent l'intégrité nationale et la souveraineté nationale, il y a la SENCO qui a dénoncé l'attitude de l'indifférence de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe au Rwanda. Je vous informe que nous venons d'avoir une mission conjointe avec l'ECC aux États-Unis pour justement sur la situation à l'Est. C'est pour dire que nous tenons à l'intégrité, mais qu'on n'amène pas ça dans les questions techniques comme les questions électorales. Alors notre peur était que la CENI puisse être influencée par un certain discours pour être fermée à l'audit qui aurait une dimension internationale. Et nous avons échangé avec le président de la CENI qui est conscient, et d'ailleurs il nous a répété que c'est lui qui avait invité l'OIF. Il n'a rien à cacher par rapport à un audit qui aurait une dimension internationale, c'est ça qui nous a rassurés. Donc franchement, nous regardons dans la même direction. Donc nous disons, si ce n'est pas l'OIF pour des raisons que nous dirons politiques, on peut trouver une alternative pour dire qu'une alternative qui rassure. Pour nous, l'alternative qui rassure et aussi par rapport à l'objectivité même de l'efficacité. Tout à fait autre chose dans ce journal. Coup de projecteur sur l'avenue Forgeron dans la commune de Limeti dont le temps se dégrade du jour au lendemain et qu'il y a eu pluie ou pas, les eaux ne s'évacuent pas, rendant très difficile la fluidité et de la circulation depuis l'avenue Forgeron. Alexandre Paulin Camagna nous en parle.
À chaque tombée de la pluie, l'avenir Forgeron souffre d'une seule pathologie, l'impraticabilité. Cet état des choses pénalise largement la population alors que c'est une voie sollicitée. Nous sommes plus ou moins tranquilles pendant la saison sèche. Nous demandons cependant aux autorités du pays, si elles existent vraiment, de réhabiliter cet endroit, puisque nous souffrons avec des inondations. Tu peux bien t'habiller, mais en sortant, tu te salis les vêtements. Ça ne nous réjouit pas du tout. Je m'appelle Zuloué, Zoulou Zoulema, qui est commis à la traversée des gens à Forgeron. Je demande pour cela 500 francs ou 1000 francs. S'il y a beaucoup d'eau, je demande 2000 francs. Juste à côté ici, un autre problème, haute l'inquiétude des habitants de ces quartiers. Les eaux de la rivière Calamou stagnent sur ces canaux depuis belle lurette, faisant craindre la population pour sa santé à raison des ordures fréquentes sur cette zone. Les autorités existent, mais pour nous réhabiliter cette route, elles ne les font pas. Par exemple, nous vendons de l'autre côté là-bas. Impossible pour les clients de traverser pour acheter chez nous à cause de ces flaques d'eau. Jusqu'à ce jour, aucune autorité ne s'est prononcée sur ces dossiers. La population devra peut-être attendre encore longtemps avant de voir le bout du tunnel. Allez, on va ouvrir le chapitre sport à présent. Vous l'avez certainement compris, on va parler sport. Dans ce journal, François Kaboulou s'est dit très satisfait de l'état physique du stade du Martyrs de la Pentecôte après avoir accueilli la gigantesque sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation le samedi 29 avril dernier. Les patrons des sports congolais a tout de même présenté ses remerciements aux organisateurs de cette activité pour leur vrai sens patriotique dans un message adressé à l'opinion sportive ce vendredi 5 mai. On va l'écouter. Le ministère des Sports et Loisirs tient à remercier les directoires de l'Union sacrée de la Nation pour les comportements civiques affichés par les militantes et militants présents samedi au stade de Martyrs lors de sa sortie officielle. Aucun dégât matériel, aucun dégât humain n'a été constaté et même le bilan est largement positif. 0 mort, 0 blessé. C'est une grande première en République démocratique du Congo. Ça, c'est un comportement qu'il faut féliciter et nous félicitons également le professionnalisme de la police nationale congolaise. La pelouse a été bien conservée dans son état initial. Et les gradins, rassurez-vous, ont été bien conservés et aucune chaise n'a été arrachée. Cela prouve que nos compatriotes, ils savent se comporter quand les messages passent. Pour ces comportements largement positifs, les ministères des Sports et Loisirs prient les coordonnateurs du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, le président de l'Assemblée nationale, Mbosoko Diakwanga, de bien vouloir accepter de transmettre les félicitations de tous les sportifs congolais aux militantes et militants de l'Union sacrée de la Nation. Et je crois qu'à l'avenir, cela constitue. En parlant justement de ce stade des Martyrs, sachez que ces agents réclament les arriérés depuis maintenant 4 mois avec l'apparition d'une facture préformant qui divise tout de même l'opinion sportive. Par besoin d'éclaircissement, une mise au point a été faite par le ministre des Sports qui promet tout de même d'ouvrir les enquêtes sur ces dossiers. Arriérés des salaires des agents et l'apparition des documents préformant des moyens financiers qui devraient percevoir les stades des Martyrs de la Pentecôte à la suite de la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation, des faits ouvrant la voie à certaines opinions d'élever les tons n'ont pas laissé sans réaction ingénieuse du ministre des Sports et Loisirs qui a tenu à tirer les choses au clair.
Les comités de gestion a laissé entendre la voix, version de l'histoire, sur ces arriérés à la suite d'une cérémonie avec l'un des conseillers du ministre des Sports et Loisirs, je cite, Guilain Fipa, sur ces événements qui se sont succédés. Non, ils sont à 3 mois parce que le nouveau ministre n'a pas fait même un mois. Donc ce n'est pas à mettre sur le dos de son excellence, monsieur le ministre des Sports. Lui, il intervient en tant que gestionnaire dans le principe de la continuité des services de l'État ayant endossé l'actif et passif de son prédécesseur a révélé la communication des comités de gestion du Stade des Martyrs et de poursuivre donc les 3 mois d'arriérés et les 4 mois pour le comité de gestion, c'est pendant la période de l'ancien ministre des Sports. Dans un autre registre, la cellule de communication du ministre des Sports et Loisirs a fait savoir que s'agissant de l'affaire sur l'apparition de la facture proformant, que le ministre n'y est nullement concerné, que les sommes relatives n'ont même pas été perçues et aussi ces documents et l'émanation du comité de gestion sortant de ces stades, raison de plus pour ne pas suffire le moins du monde. En clair, n'étant pas gestionnaire du Stade des Martyrs, le patron des sports a émis une demande d'explication aux auteurs de cette facture qui est une pomme de discorde entre plusieurs personnes afin de gérer professionnellement ces dossiers. On termine à boxe. Les léopards congolais de la spécialité, plus que jamais déterminés à ramener le médaille. Encore une place gagnée pour le 8e de finale du 22e championnat mondial de boxe 2023. Une performance réalisée par le boxeur congolais, je cite, Pita Kabaji, dans la catégorie de moins de 80 kg. Le 22e championnat mondial de boxe se poursuit pour le FOF congolais. Au programme de ce vendredi 5 mai, 2 léopards boxeurs congolais ont combattu. Il s'agit de Pita Kabaji dans la catégorie de moins de 80 kg et William Bangui dans la catégorie de moins de 92 kg. C'est plutôt une journée de compétition qui commence bien pour le Congolais. Dès leur arrivée, direction le vestiaire pour préparer ces combats. Sur place, c'est le silence absolu, de la concentration et question de mieux et pouvoir préparer ces combats. Une concentration qui va finalement payer pour le boxeur congolais, je cite, Pita Kabaji, qui remporte son épreuve par arrêt au premier round. La mauvaise nouvelle, c'est avec le boxeur Bangui William qui perd son match de le second round. Avec ses performances, la RDC compte désormais 2 places en 8e de finale, un exploit historique pour les léopards de la RDC. Rappelons que le premier Congolais à franchir cette étape, c'est bien le véritable exploit réalisé par Fiston Mbaya Mulumba lors des mondiaux de boxe 2023. Le boxeur congolais a en effet offert à la RDC son tout premier 8e de finale aux mondiaux après avoir battu au point en 16e de finale le Turkmène. Mbaya Mulumba, je rappelle, âgé de 27 ans, avait déjà créé la surprise lors du premier tour de la compétition en battant au point le Bulgare. Mais cette victoire contre Imakuiv est sans doute la plus importante de sa carrière car elle lui permet de poursuivre l'aventure dans ces mondiaux de boxe. On rappelle, le championnat mondial de boxe 2023 se poursuit jusqu'au 14 mai prochain. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal, largement préparé par Jessica Ndiaye, Torres Satibo, Guélor Mouyaité à la fabrique. Allez, l'actualité récente continue sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloba Télévision. À très bientôt avec le même plaisir.